Effectivement, de plus en plus, on a des demandes sur l'enregistrement YouTube des conférences, que ce soit pour références futures, mais aussi pour partager la pratique à ceux et celles qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc, bien sûr, donc, ça va être partagé sur LinkedIn dès que le lien est disponible. En plus, donc, des informations sur le hackathon, l'analyse et les prochaines conférences. Donc, vraiment, Kaola, merci pour ton bon travail à cet effet. Et finalement, donc, je vais te remettre le micro, ma chère Kaola, pour présenter notre invité de marque aujourd'hui et ses panélistes. Je vous souhaite une excellente conférence aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu participer à cette conférence tous ensemble. Merci Max, encore une fois. Donc, laissez-moi introduire cette thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va traiter le rôle de l'analyse d'affaires, son positionnement selon la méthodologie de projet. On a avec nous directement de la France, on la remercie beaucoup, Alice Zvacchi. C'est une créatrice de contenu sur YouTube. Suivez-la, elle a de très bons sujets. Moi, je la suivais depuis longtemps déjà, donc c'est un honneur de t'avoir parmi nous, Alice. Elle va nous vraiment partager avec nous son expérience et partager avec nous ce qu'elle a comme information, comment se positionner en tant qu'analyse d'affaires. Nous avons aussi avec nous Antoine Carbonel, qui est un architecte d'affaires. Il va nous apporter vraiment sa vision, donc comment il contribue au projet selon le contexte auquel il parvient. Il travaille à GFT Canada, donc bienvenue Antoine parmi nous. Merci. Donc, Mohamed Medeb, c'est le directeur du centre d'excellence l'INAGIL de Kofomo. C'est un honneur de t'avoir parmi nous, Mohamed. Il est vraiment un coach agile. Il va nous apporter sa perception, comment on voit l'analyse d'affaires, comment il se positionne l'analyse d'affaires dans l'environnement agile. Et nous avons aussi Ivan Gravel. C'est un chargé de projet au sein de CGI. Il est certifié PMP et vous comprenez, c'est sa contribution. Elle sera autour des projets en cascade, comment ça se passe et quel rôle pourra avoir un analyste d'affaires. Donc, sans trop tarder, je laisse la parole pour Alice. Ça sera de 45 minutes pour la conférence. Par la suite, il y aura 45 minutes de discussion entre la conférencière et les panélistes, mais aussi, je mise beaucoup sur vos questions parce que c'est grâce à vos questions qu'on va enrichir le débat entre la conférencière et les panélistes. Donc, mettez vos questions dans le chat. Nos panélistes, notre conférencière auront vraiment le plaisir de répondre à vos questions. Allez-y. À toi la parole. Bonjour. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Désolée, Anis, je crois que je t'ai usurpé l'identité lors de la slide sur les partenaires. Mais c'est à mon oreille de française, j'ai entendu Alice. Oui, justement. Et donc, j'ai pris la parole en me demandant ce que j'allais bien pouvoir dire sur cette planche PowerPoint. C'est un défi d'administration. Oui. Je vais me reconcentrer sur la conférence que j'ai préparée, ça me sera plus familier. Donc voilà. Alors, sauf si Alice veut prendre ma place. C'est correct, parfait. Donc, on a une excellente conférencière, donc je te laisse la place, Alice. Bonjour, merci pour cette présentation. Et c'est une première pour moi de participer à une conférence IBA Québec. Moi, il est un peu plus tard que chez vous, il est 23h42 française. Donc, si je dis des bêtises, ça ne sera pas de ma faute, c'est la fatigue. Voilà. Donc, les panélistes, s'ils me rectifient, vous comprenez. Je pense que c'est très intéressant, les panélistes, justement, vous tous qui êtes là ce soir, vous allez vraiment compléter le sujet de la conférence. Alors, 3/4 d'heure, c'est court pour présenter ce sujet parce que j'ai tellement de questionnements en fait que je reçois par mail, par commentaire, par téléphone, par tous les réseaux sociaux sur je suis business analyst, analyste d'affaires. Alors oui, d'ailleurs, je m'excuse, je dis business analyst et vous dites plutôt analyse d'affaires, donc vous êtes plus francophone que moi-même. Donc je m'excuse à l'avance si le vocabulaire que j'emploie est plus anglophone. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que quand on est business analyst, analyse d'affaires, souvent quand on passe d'un environnement projet cycle en V à un environnement agile, on a l'impression de réapprendre totalement notre métier, voire de plus le connaître du tout. Et donc c'est vrai
pour moi, comme tous les autres analyses d'affaires, ça a été un challenge en fait de vraiment comprendre comment se positionner. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup aussi de personnes qui travaillent dans l'agilité, des product owners, des Scrum Masters, des coachs agiles, tout comme des analyses d'affaires confirmées. Et c'est encore un sujet qui est en plein débat. Et je pense que ce n'est pas terminé puisque vous allez voir, c'est au cas par cas. Voilà, je vais présenter mon écran, je pense que vous ne voyez pas encore. Alors, voilà. Normalement, vous le voyez. Et j'organise, hop, mes notes. Alors, j'ai pris mes notes, évidemment, parce que c'est structuré. Voilà, donc, aujourd'hui, comment on se positionne comme analyse d'affaires dans un projet de système d'information, puisqu'il y a un impact important de la gestion de projet. Là, je l'ai dit juste à l'instant, quand on est business analyst pendant des années en tant que, avec un rôle qui est bien défini, des responsabilités qui sont bien définies, en cycle en V, en cascade, quand on arrive dans une équipe Scrum, par exemple, agile, souvent, on ne sait pas trop comment se positionner. Et d'ailleurs, l'équipe agile, ce n'est pas forcément non plus nous positionner. Pour nous, en fait, tout est nouveau, la feuille de route, le périmètre, les livrables, l'organisation du travail, les interactions, le jargon, en fait, tout est absolument nouveau. Et pourtant, eh bien, on constate que la discipline qu'est l'analyse d'affaires, elle est incontournable, quel que soit le contexte et la méthodologie de gestion de projet utilisée. Donc moi, en fait, j'ai creusé un peu le sujet puisque je me suis retrouvée dans la même position que ceux qui sont perdus. C'est comment faire pour trouver mes marques. Et forcément, on constate que la première chose à faire, c'est de comprendre ce que c'est que la gestion de projet. Or, ça n'est absolument pas quelque chose qu'on nous apprend, nous, analystes d'affaires. Vous avez plus de formations académiques au Québec que nous en France. On en a très, très peu en France. Ça se compte sur les doigts d'une seule main. C'est 98-99%, c'est des personnes qui sont en autodidacte dans leur métier. Et donc, non seulement on apprend notre métier d'analyse d'affaires, mais en plus, on apprend la gestion de projet, voire on ne l'apprend pas du tout. On découvre un petit peu, lorsqu'on est dans un cadre projet, ce que c'est, sans pouvoir mettre un nom en plus dessus, sans même savoir qu'il y a des formations pour les chefs de projet, qu'il y a des certifications internationales. Donc, pour que nous, on puisse se positionner en tant qu'analyse d'affaires, eh bien, non seulement on doit connaître notre propre discipline, ce qui n'est pas, encore une fois, gagné, puisque 98%, je le répète, des business analystes francophones ne sont pas formés, en tout cas, peut-être vous avez peut-être un meilleur taux de votre côté au Québec, mais en France, quand je dis 98%, c'est même moins que ça, plutôt plus que ça, qui ne sont pas formés. Et en ce qui concerne la méthodologie de gestion de projet utilisée, on ne comprend pas trop pourquoi, du coup, on entend en cascade, en cycle en V, quand on entend ces termes-là, pourquoi est-ce qu'on parle de Scrum, on ne comprend pas. Donc, moi, je vais vous expliquer tout ça pour expliquer ou réexpliquer à ceux qui connaissent déjà, puisque effectivement, on a des panélistes qui sont expérimentés, bien plus que moi, hein, avec une certification PMP. Donc là, j'ai découpé un petit peu la conférence en 3 parties. La première chose, c'est juste refaire une piqûre de rappel ou carrément réexpliquer ce qu'est la gestion de projet. Qu'est-ce que c'est qu'un projet et pourquoi est-ce qu'on utilise différents modèles de gestion de projet? Alors, le but, c'est pas d'être théorique, c'est parce que tout simplement, une fois qu'on comprend ça, eh bien, on ne se pose plus la question, ah, mais oui, c'est un modèle en spirale, et là, c'est Scrum, je ne comprends pas à quoi ça sert, et c'est là qu'on est dans le mode pompier, en réactif et non pas proactif. Quand on comprend ce que c'est que la gestion de projet, quand on comprend pourquoi on utilise différents modèles de gestion de projet, ben on est capable d'être serein et d'avoir confiance en soi en tant qu'analyse d'affaires parce qu'on sait simplement que c'est un cadre de travail qui change et que nous, notre métier, il ne va pas changer. On va juste le faire d'une manière différente. Donc ça, c'est la deuxième partie. Après, c'est les approches traditionnelles et agiles, l'impact sur l'analyse d'affaires. Donc, comment on travaille quand on est analyse d'affaires dans une approche traditionnelle dite projet et comment est-ce qu'on travaille quand on est dans une approche agile orientée produit. Et puis, dans la troisième partie, je vais essayer de définir le positionnement de l'analyste d'affaires agile. Donc, on va faire un petit point sur les rôles agiles, également sur la gestion de produits et l'analyse d'affaires pour le product management et le product owner. Et puis après, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail, mais vraiment de manière très succincte parce que c'est trop court pour aller dans le détail. Les artefacts et livrables au niveau product management et product ownership et les positionnements possibles, enfin, de l'analyse d'affaires agile. Donc, vous voyez, ces positionnements possibles, ça veut dire que ne faut pas non plus s'enfermer dans un dogme. Voilà. Ça, c'est vraiment mon credo, ne pas s'enfermer dans un dogme.
Donc, la première chose qu'on doit bien comprendre, c'est ce qu'est un projet. Donc, je vous ai mis une définition d'un organisme français qui est, entre autres activités, animateur du système français de normalisation et qui participe et élabore les normes nationales et internationales. Donc, c'est l'AFNOR. Et l'AFNOR, il nous donne plein de normes dans tous les domaines. Et en l'occurrence, pour le projet, il nous décrit le projet comme étant un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délai, de coûts et de ressources. Une grande phrase que le PMI, le Project Management Institute, a réussi à synthétiser de manière un peu plus courte, comme étant une initiative temporaire entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Donc là, on retrouve temporaire dans le sens où il y a une date de début, une date de fin, et au milieu, eh bien, effectivement, il y a le triptyque, donc on va revoir délai, coûts et ressources, qui va permettre au projet de voir le jour et d'aller jusqu'à son terme. Donc ça, c'est un projet et en réalité, tout est projet dans la vie. Vous organisez vos vacances, c'est un projet. Il y a une date de début, une date de fin et des ressources mises en œuvre. Vous allez faire n'importe quoi dans votre vie au niveau personnel. C'est un projet dans la mesure où ça commence, où ça se termine et où il y a des ressources. Quand on est dans un cadre de projet de système d'information, bien naturellement, il y a tout un ensemble de méthodologies également. Et là, je vous montre une frise en fait que j'ai recréée parce que, encore une fois, quand on travaille sur un projet de système d'information et qu'on nous parle je ne sais pas moi, de Gantt, de PERT, donc que je vais expliquer un petit peu après, donc d'outils de gestion de projet, quand on nous parle de Waterfall, de Kanban, d'Extreme Programming, de SAFe, qui est actuellement, au niveau de l'agilité à l'échelle, le framework qui est le plus connu. En fait, on ne comprend pas trop, tout ça, ça semble un petit peu abstrait, tout ça. Mais en fait, ça a une raison qui est d'ailleurs valable depuis la Renaissance, puisqu'en fait, je ne vais pas remonter jusqu'à la Renaissance, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a vu naître la gestion de projet dans les projets d'architecture, notamment les cathédrales, qu'on connaît bien, nous, en Europe. Et si on remonte à beaucoup moins loin, dans les années 30, eh bien là, on voit des processus de gestion de projet qui commencent à se sophistiquer, mais c'est des processus qui restent à l'interne des entreprises. Donc, c'est des processus, des savoir-faire qui restent vraiment focalisés sur une entreprise en particulier, puisque c'est dans l'entreprise que les collaborateurs se sont mis ensemble pour essayer de créer en fait une méthodologie interne de gestion de projet. Donc, en fait, à cette époque-là, c'était absolument pas standardisé. Donc, en avançant un petit peu dans le temps, on arrive dans les années 50 et c'est vraiment là que ça commence à se structurer, puisqu'on voit apparaître une méthode qui s'appelle la CPM, Critical Path Method, qui est encore utilisée aujourd'hui dans la gestion de projet. Et c'est une méthode qui permet d'avoir des liaisons d'interdépendance entre les tâches et de visualiser les coûts et les délais. Et je vous ai mis l'outil phare en fait de cette méthode, c'est le PERT, donc un acronyme qui signifie Program Evaluation Review Technique, qui est encore utilisé largement de nos jours. Donc ensuite, on continue un petit peu dans le temps. Alors, vous voyez, là, je suis déjà loin dans le temps et on utilise encore ces outils-là. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des nouvelles approches de gestion de projet qui arrivent qu'on va totalement oublier les autres. Donc voilà, donc pour continuer un petit peu dans l'histoire de la gestion de projet, on a dans les années 60 une structuration qui va voir le jour avec, aux États-Unis notamment, la diffusion d'un modèle et d'un langage universel de gestion de projet. Et notamment en 1969, c'est là qu'on voit naître le Project Management Institute, qui est créé aux États-Unis pendant cette période. Donc là, on continue un petit peu dans le temps et dans les années 80, toutes ces méthodes qui sont donc devenues standardisées, qui sont sorties des entreprises pour devenir des méthodes connues et généralisées à de nombreux secteurs d'activité, là, elles sont encore plus généralisées parce qu'elles vont se mettre à répondre à des exigences de qualité et de prix, avec des délais de plus en plus courts, puisque la mondialisation aidant, on a ce qu'on appelle le time to market, donc le délai entre l'idéation, l'idée et la mise sur le marché du produit ou du service. Le time to market est de plus en plus court, les processus sont internationalisés, donc maintenant c'est très rare d'avoir une entreprise qui fabrique absolument tout en interne. En général, il y a des dizaines, voire des centaines d'intervenants, des fournisseurs dans le monde entier. Et donc en fait, avec toutes ces exigences de qualité et de prix,
avec des délais de plus en plus courts, avec ce time to market qui se raccourcissent, eh bien, on a les premiers outils d'ordonnancement et de planification de tâches qui voient le jour. Et donc, à cette époque-là, on commence à utiliser les modèles en cascade, le fameux waterfall modèle, le cycle en V ou en W. On voit également les modèles en spirale ou de processus unifiés, le fameux RUP d'IBM que j'ai expérimenté d'ailleurs sur l'une de mes missions. C'est d'ailleurs sur une mission où j'ai pratiqué la gestion de projet RUP que j'ai compris que ça existait. Je ne savais absolument pas à l'époque, en tant qu'analyste d'affaires autodidacte, je ne savais absolument pas que la gestion de projet existait et qu'il y avait quelque chose de standardisé avec des méthodes qui existaient à l'époque. Donc, on continue un petit peu dans le temps. On se rapproche de notre époque. Dans les années 90, eh bien, conscient des limites de la gestion de projet traditionnelle, c'est-à-dire le fameux effet tunnel, dans le sens où on commence un projet et on ne voit le logiciel naître, entre guillemets, être mis sur le marché et être utilisé que des mois, voire des années plus tard. Et donc, avec cet effet tunnel où on ne voit rien et c'est seulement à la fin qu'on se rend compte si le logiciel correspond ou pas aux besoins initialement exprimés, sachant qu'évidemment, si ça dure 2 ans, il y a de fortes chances que l'environnement d'entreprise a évolué et que le besoin, de toute manière, même s'il était bien exprimé au début, ce qui n'était pas forcément le cas, en tout cas, au bout de 2 ans, il a évolué. Donc, il y a des limites à cette gestion de projet traditionnelle, également pas de flexibilité face au changement. Donc là, il y a diverses entreprises et experts qui commencent à conceptualiser la démarche agile qui est basée sur des petites équipes pluridisciplinaires de 8 à 10 personnes. Alors là, ce n'est pas nouveau non plus, puisqu'on va réexploiter des concepts qui sont issus de l'industrie des années 1950, notamment le Kanban. Et à cette époque-là, donc 1990, on voit vraiment naître les démarches agiles, dont la plus connue est Scrum, qui est maintenant vraiment massivement appliquée dans la gestion de projets logiciels agiles. Donc, toutes ces approches agiles, alors quand on dit approche agile, on sous-entend à ce moment-là à petite échelle, donc c'est des petites équipes de 8 à 10 personnes, eh bien, elles vont pouvoir s'appuyer sur le manifeste agile qui est publié en 2001 et qui va vraiment servir de référence aux principes fondamentaux de l'agilité. Donc ça, c'est pour parler pour ceux qui pensent que agilité égale rapidité, égale pas de documentation. L'agilité dans une gestion de projet informatique se base sur ces 4 valeurs de base de l'agilité pour le développement logiciel. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Internet, c'est en accès libre, agilemanifesto.org, je crois. Et donc, en fait, toutes les approches agiles, elles se basent vraiment sur ce pilier d'agilité, ces piliers d'agilité. C'est pour ça que souvent, on dit que ce n'est pas une méthode agile. Il y a l'approche agile, il y a une démarche agile, et après, dessus, effectivement, on va avoir des méthodes de gestion de projet, dont Scrum, mais il y en a d'autres également. Donc voilà, et puis là, on se rapproche de plus en plus vers notre époque. Actuellement, on est surtout sur l'agilité à grande échelle, puisque les limites de l'agilité à petite échelle, c'est qu'on est sur un projet. Voilà, on travaille sur un projet en mode agile, mais l'entreprise en elle-même, elle peut avoir plein de projets. Certains sont en waterfall, d'autres sont en agile Scrum, d'autres sont en rien du tout. Ça peut arriver, hein, il n'y a pas du tout de méthodologie appliquée. Mais au final, est-ce que chaque projet individuellement a conscience de la vision de l'entreprise, de ses objectifs stratégiques et tactiques? Eh bien non, en général, chacun travaille dans son coin pour rendre des comptes au niveau du projet. Donc, l'agilité à grande échelle, l'objectif, c'est vraiment d'agiliser l'entreprise dans son ensemble. Donc là, on a différentes on va dire framework, le plus connu étant, enfin le plus connu, oui en tout cas, oui, je pense que le plus connu, SAFe, donc Scaled Agile Framework, mais vous avez également le modèle Spotify, le Large Scale Scrum, le DAD, donc Disciplined Agile Delivery, vous avez Nexus et Scrum of Scrums également. Et soyez sûr, bien entendu, que ça va continuer. Donc là, à chaque fois qu'on détermine et qu'on identifie des limites à une gestion de projet, à une méthode de gestion de projet, eh bien, il y a une évolution qui voit le jour. Donc là, bien entendu,
on sait que l'agilité a amélioré le taux de réussite des projets de système d'information de manière assez conséquente puisqu'on est passé de à peu près 83% d'échecs des projets de système d'information avec les méthodes traditionnelles à seulement, entre guillemets, 71% d'échecs. Donc, dans les échecs, on a les vrais échecs, c'est-à-dire que le projet ne voit jamais le jour, est abandonné en cours de route. Et après, on a tout ce qui est projet challengé au défi, où une des ressources, voire toutes, c'est-à-dire soit les délais, soit le périmètre au niveau qualité et soit les ressources financières sont largement dépassées. Donc, on peut avoir un budget qui a explosé, des délais qui ont explosé, le périmètre fonctionnel qui ne correspond pas de loin à ce qui a été prévu. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un projet non pas totalement en échec puisqu'il n'a pas été arrêté, mais il est challengé. Voilà, challengé. Et je m'appuie bien entendu sur des statistiques que je n'ai pas sorties de mon chapeau, mais que je pourrais reproduire une autre fois, mais je ne vais pas aller dans le détail. Ce soir. Donc voilà, donc c'est important de comprendre ça, qu'on a plein d'approches de gestion de projet qui corrigent à chaque fois les lacunes et les manques des précédentes, et que c'est pour ça que de nos jours, dans un projet de gestion, la gestion de projet informatique s'appuie sur plusieurs méthodologies. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est la meilleure, ça veut dire qu'en fonction du contexte, on va plutôt en utiliser une qu'une autre. Il y a des fois, les méthodes traditionnelles sont plus appropriées parce que l'entreprise n'est pas agile, et ça, je sais que vous l'expérimentez. Voilà, c'est sûr qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez expérimenté, par exemple, du Scrum, alors que le client final n'était absolument pas en mesure de mettre en place des interlocuteurs qui permettent d'avancer, de recueillir les besoins métiers. Vous pouvez aussi avoir des projets agiles un peu bizarres, hybrides, où on a des spécifications fonctionnelles détaillées qui normalement n'existent pas en agile, et pourtant vous les avez. Vous avez des modes hybrides. Donc, en fonction du contexte, on a telle ou telle gestion de projet. Donc là, c'est déjà important pour moi de vous dire ça, pour que vous compreniez pourquoi après ça peut être difficile en tant que business analyst de se positionner, puisque notre rôle va évoluer, on y reviendra tout à l'heure. Mais avant tout, il y a quelques statistiques que j'ai récupérées. Donc ça, c'est selon l'enquête de l'éditeur Version 1 en 2017. Donc ça remonte à il y a 5 ans, mais ça n'a pas dû changer je pense depuis, quoi qu'avec le crise sanitaire, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on voit que 56% des entreprises n'utilisent qu'une seule méthodologie de gestion de projet. Par exemple, sont tous en waterfall ou alors tout agile. 52% déclarent que plus de la moitié de leurs équipes utilisent une approche agile. Donc, ça ne veut pas dire que tous les projets sont agiles. Ça veut dire qu'on peut utiliser une approche agile, mais seulement 11% des entreprises utilisent des approches agiles tout le temps et pour tous leurs projets. Donc, ça reste encore une minorité. Et Scrum et ses dérivés, Scrumban, Scrum Extreme Programming Hybride sont les plus utilisés à 70%. Et c'est pour ça que moi, je vais me focaliser sur Scrum. Voilà, alors toujours, alors maintenant qu'on a compris la gestion de projet, les approches traditionnelles versus les approches agiles, donc l'impact sur l'analyse d'affaires. Donc, un petit rappel sur l'approche traditionnelle dite projet. Donc c'est une approche qui favorise la planification, la prédiction et le contrôle, et qui se concentre sur un enchaînement d'étapes avec des livrables produits séquentiellement. Donc, on le verra tout à l'heure dans la planche juste après, enfin, quelques planches plus tard. On a vraiment cet enchaînement d'étapes et on ne revient pas en arrière. Donc, on fait les analyses, c'est statué, c'est validé, on passe à la conception fonctionnelle générale, c'est statué, validé, on passe à la conception fonctionnelle détaillée, c'est statué, validé, et on ne revient pas en arrière. Voilà. Et après, tout ça jusqu'à la fin du projet. Alors après, on a des approches traditionnelles un peu plus souples, comme RUP, par exemple, qui est incrémental itératif, qui n'est pas agile, qui reste dans la gestion de projet traditionnelle, qui autorise un peu plus de flexibilité, mais ça reste quand même une prédiction et un contrôle avec cet enchaînement d'étapes et donc des livrables produits séquentiellement. Donc, on a un gros effort qui est produit, surtout en termes d'analyse métier, d'analyse d'affaires, qui est produit sur les livrables. Et donc, les principes de gestion de projet classiques sont représentés dans un triangle des contraintes, qu'on appelle également le triangle de fer. Et ça, c'est un triangle que connaissent très bien les chefs de projet, qui est très populaire et imaginé par Harold Kerstner et qui montre les relations existantes entre le périmètre du projet, le délai et le coût.
Alors, dans les approches traditionnelles de gestion de projet, en cascade, en V notamment, le cycle projet, il est caractérisé par un enchaînement de phases linéaires et en séquence, comme je viens de l'expliquer, et je l'ai également évoqué, ces approches sont en général composées des phases suivantes, donc on a une date de début. Alors, sachant qu'avant qu'on lance un projet, il y a une phase que l'analyse d'affaires connaît également, qui est le pré-projet, qui est tout ce qui est étude d'opportunité, business case, analyse de faisabilité, pré-cadrage éventuellement. Donc, avant de décider de lancer un projet, parce qu'on a étudié le retour sur investissement potentiel, on va étudier cette faisabilité. Parfois, c'est un go projet et parfois, c'est un no-go. Quand c'est on n'y va pas, et ben forcément, la suite que je vous explique ici n'a pas lieu. En revanche, quand le management a décidé qu'il y avait un intérêt à lancer un projet, de mettre un budget, une équipe projet sur ce projet, et ben là, on a une date de début du projet et puis on a des phases qui, encore une fois, sont linéaires et séquentielles. L'analyse du besoin, la conception de la solution, son développement, son test, la recette utilisateur et enfin son déploiement. Et donc, on a après la date de fin du projet et on embraye après sur la maintenance évolutive et corrective. On le verra juste après. Donc ça, c'est dans une approche traditionnelle. Et quand on est analyse d'affaires, on a, nous, ce type de processus. Donc, on voit que c'est un cycle de vie de la solution informatique, puisqu'en fait, quand on est en mode projet traditionnel, quelque part, c'est le projet qui est important, c'est ce qui va en sortir. On n'a pas de réflexion produit comme on l'a en Agile et dont je vous parlerai juste après. Par contre, comment ça se passe? Alors, on a initialement soit une toute nouvelle idée, qu'on va analyser. Donc, c'est ce que je vous expliquais juste avant, étude d'opportunité, analyse de faisabilité, business case. Et puis, suite à cette analyse, on a un go ou un no-go projet. Ensuite, on a les phases linéaires et séquentielles, analyse, conception fonctionnelle, conception technique, développement informatique et test. Et toute cette phase-là, c'est ce qu'on appelle les projets de type build, à opposer avec les projets de type run, qui est en fait la maintenance évolutive et corrective. Donc, dans ces projets de type build, on a les nouveaux projets donc, à partir de zéro, il n'y avait vraiment rien avant. Il y a aussi tout ce qui est demande d'évolution majeure, donc le système d'information, le logiciel, il existait. Par contre, il y a une demande d'évolution suffisamment importante pour qu'on refasse toutes ces étapes de pré-analyse et après de projets de type build. Après, une fois que le logiciel est déployé, eh bien, on a toute la maintenance évolutive et corrective et on a des analyses d'affaires qui ne travaillent que sur ce type de projet. Donc là, leur déclencheur, c'est quoi? Ce sont des tickets. Donc, c'est des demandes d'évolution mineures ou des anomalies qui sont loguées sous forme de tickets, par Jira par exemple. Et puis, on va là aussi analyser le ticket, faire la conception fonctionnelle si nécessaire, en tout cas la revoir plus exactement, la conception technique, le développement, les tests. Par contre, le périmètre est beaucoup plus restreint puisque c'est limité à ce qui a été soulevé dans le ticket. Donc, on n'a pas du tout la vision en 360 degrés d'un logiciel. On a vraiment, ça peut être, je ne sais pas, modifier un champ ou une valeur ou il y a les résultats dans un rapport qui ne sont pas corrects. Donc, on essaie de comprendre pourquoi. C'est peut-être une règle métier qui n'est pas bonne ou qui a évolué. Donc, c'est vraiment hyper spécialisé, hyper pointu. Mais ça reste malgré tout un projet avec un chef de projet quand on est en mode traditionnel. Donc, ça, c'est toutes les approches traditionnelles, donc dites non agiles. Et puis, après, on a l'approche agile qui est orientée produit. Alors là, l'agilité, c'est une toute nouvelle, qui est un peu plus ancienne maintenant, il y a une vingtaine d'années, c'est une nouvelle manière de concevoir des produits en privilégiant la création de valeur, ce qui a naturellement un impact sur l'organisation et le cycle d'un projet. Alors, la différence, c'est qu'avant, quand on fait un peu nos KPI et nos indicateurs de performance pour vérifier que le projet il a réussi ou qu'il est en échec, qu'est-ce qu'on va vérifier essentiellement? C'est ce qui a été signé avec le sang du client et de la maîtrise d'œuvre et du réalisateur. Et on dit, OK, on a signé pour telle réalisation qui aura lieu peut-être 2 ans plus tard. Et après, quand on va tester, on va par exemple comparer le code du logiciel avec, par exemple, des spécifications fonctionnelles détaillées. Mais peut-être que finalement, ce qui a été conçu de manière virtuelle ne répond plus ou pas
ou même n'a jamais répondu aux besoins réels des utilisateurs. Donc là, on n'était pas focalisé sur est-ce que ça apporte de la valeur vraiment aux utilisateurs, on était focalisé sur est-ce que la réalisation du logiciel répond bien à la conception fonctionnelle et à ce qui a été, entre guillemets, documenté. Lorsqu'on est dans l'approche agile, on est vraiment dans la création de valeur. Est-ce que l'utilisateur, il est content? Est-ce que le client final, il est content? Et donc là, le cycle agile, il va accompagner le produit sur toutes les étapes du cycle de vie produit, depuis sa naissance jusqu'à sa fin de vie. Il y a des gens parfois qui me disent, je ne comprends pas trop la différence entre approche projet et approche produit. Donc moi, je prends l'exemple d'une société en France, une société de transport, en fait, qui a un logiciel qui permet de prendre des tickets de train. Il y a un certain nombre de produits autour de l'achat de tickets de train. Le produit, c'est cette application. Donc, il y a l'idéation, donc le tout début, jusqu'à son obsolescence, sa mise au rebut. Et ça peut durer très longtemps, de nombreuses années. Et sur toute cette étape, toute cette période-là, il y a plein de projets en mode build or run qui vont avoir lieu pour améliorer le logiciel, enfin l'application ou le système d'information. Et donc ça, il y aura un propriétaire en fait du produit. Il y aura un business owner, par exemple, et en fait qui va coordonner, ou un product manager qui va coordonner en fait toutes les équipes par exemple la R&D, le marketing, la vente, les commerciaux, la finance. Il y aura également l'informatique qui va agir sur la partie technique, etc. Et en fait, le product manager, il va être vraiment le garant en fait que le produit il fonctionne bien et qu'il apporte de la valeur. Et donc, au milieu de tout ça, il y a effectivement l'informatique, l'IT, qui va apporter sa plus-value, sa pierre à l'édifice, mais on va vraiment penser en fait la gestion de projet dans cette notion de cycle de vie d'un produit, où il y a, là je vous ai montré à l'écran, la fameuse cloche en fait au début, sur l'axe des ordonnées, vous avez souvent les bénéfices ou le chiffre d'affaires. Sur l'axe des abscisses, vous avez le temps, avec la phase de lancement, de croissance, de maturité et de déclin. Et constamment, en fait, dans ce cycle agile, il y aura des phases d'exploration, de préparation, d'exécution, de production et de retrait du produit. Et au milieu, des projets gérés en agile. Donc, les caractéristiques d'un cycle agile, elles sont liées à celui du produit, c'est-à-dire les produits ayant des horizons temporels s'étendant de leur concept initial à leur obsolescence, eh bien, le cycle agile, il va s'étendre pour inclure toutes les modifications ou maintenances nécessaires au fil du temps. Donc, ce n'est pas juste un projet avec une phase de maintenance évolutive et on ne s'occupe que de ça. On a vraiment, dans le cycle agile, pour le produit dans son ensemble, cette partie-là qui inclut les maintenances sur le produit de manière générale jusqu'à son obsolescence. Alors après, dans l'idéal aussi, mais ça n'existe pas trop souvent, une même équipe pluridisciplinaire d'experts devrait travailler ensemble tout au long de la durée de vie du produit parce qu'en fait, ils acquièrent une certaine expertise et ils ont un environnement de travail soudé. Donc ça, c'est vraiment les principes initiaux au niveau de l'agilité de l'équipe de 8 à 10 personnes qui serait pérenne dans le temps. Dans la réalité, évidemment, ça ne se passe pas ainsi. Et en agile, le succès il est mesuré en fonction de la livraison fréquente de valeur aux clients tout au long de la durée de vie du produit. Donc là, on est vraiment orienté produit, contrairement à l'approche traditionnelle. Donc là, l'état d'esprit agile, donc les processus outils, la documentation, la négociation contractuelle et le suivi d'un plan ne sont plus prioritaires comme dans les approches traditionnelles. Par contre, c'est vraiment des éléments qui sont nécessaires à la mise en œuvre réussie d'agilité. Simplement, ils deviennent secondaires. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout. Voilà. Et ça, parfois, c'est quelque chose qui est mal compris en entreprise. Alors, quand on est analyse d'affaires, dans les approches agiles, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais là, je vous ai représenté le cycle de vie du produit, développement, lancement, croissance, maturité et déclin. Et puis, on a toujours pareil, une nouvelle demande, un cycle d'exploration avec la phase d'idéation, l'étude d'opportunité de faisabilité, la préparation avec le cadrage. On retrouve la notion d'exécution qui est la plus connue, puisque c'est là qu'on retrouve les fameux sprints, qu'on a donc une approche itérative et incrémentale.
Voilà, et que ça nous permet d'avoir un time to market court. Donc, là encore, avec les sprints, entre 15 jours à 30 jours, on a un incrément de produits qui permet d'apporter, d'avoir un retour sur investissement très, très rapide, contrairement aux approches traditionnelles. Donc là, c'est ce qu'on est, quand on est à l'agilité à petite échelle, c'est ce qu'on connaît, c'est dans cette phase d'exécution. On est agile, ça ne veut pas dire qu'autour, exploration, préparation, production, retrait, on est agile. On peut très bien avoir des activités, une gestion de projet traditionnelle autour. Et c'est plus, en fait, on va agiliser l'organisation, l'entreprise, et plus, en fait, ça va faire tache d'huile et où on va avoir une agilité qui va se répandre à toutes les strates et tous les départements de l'entreprise. C'est ce que fait notamment SAFe, entre autres frameworks agilité à grande échelle, qui fait en sorte que toute l'entreprise, en fait, est organisée autour de ces fondamentaux agiles, donc avec un autre jargon, une autre organisation, des rôles supplémentaires, etc. Donc, vous voyez, quand on parle d'agilité, nous, en tant qu'analyse d'affaires, on retrouve quand même ces différentes phases, ces différentes activités qu'on avait dans les approches traditionnelles, parce que là, on n'a pas l'impression que c'est extrêmement différent finalement. En réalité, c'est l'organisation du travail qui va changer, et notamment sur la phase d'exécution, puisque on va parler product backlog. Alors, je parle avec le langage en anglais, mais je pense que vous, au Québec, vous avez le langage français. Donc, moi, je suis désolée. Donc, product backlog, sprint backlog, on a après les phases donc avec les cérémonies, enfin les événements en Scrum, la release planning, sprint planning. On a toutes les sprints avec la phase de découverte, de conception, de développement, de test, avec le daily Scrum meeting, le sprint review, sprint rétrospective et le product incrément et product backlog refinement. Donc là, ceux qui ne connaissent pas l'agilité et qui sont business analyse d'affaires, ils disent, mon Dieu, c'est quoi ce vocabulaire? C'est justement là la problématique quand on arrive en environnement agile, c'est qu'il va falloir s'approprier en fait ce jargon, mais en réalité derrière, les activités d'analyse d'affaires, elles perdurent. Elles sont juste faites différemment avec une organisation également différente. Voilà, donc ça, c'est l'agilité, l'analyse d'affaires dans le cadre agile. Alors, on a en synthèse et en théorie, donc la méthode de gestion de projet, elle impacte le positionnement de l'analyse d'affaires, puisque, je vous l'ai dit, elle modifie son organisation, elle va modifier sa feuille de route, son périmètre métier fonctionnel et ses livrables, qu'on appelle artefacts dans Scrum. Et bien entendu, le plus important, je pense, c'est maîtriser le jargon et la culture agile. Donc, en réalité, il faut s'imprégner quand on est analyse d'affaires que quand on travaille en approche traditionnelle, on aura une approche prédictive. Donc, on va nous faire des spécifications fonctionnelles détaillées extrêmement exhaustives, complètes. On va devoir rien oublier, on va devoir explorer tous les cas de figure possibles, imaginables, les exceptions, les cas aux limites, tout, parce qu'on va essayer de prédire ce que sera le logiciel dans X mois, X années. Alors que les approches agiles, ça va être adaptative. Et donc, nous, en tant qu'analyse d'affaires, c'est également ainsi qu'on va travailler. On ne sait pas à l'avance à quoi va ressembler le logiciel. On va le découvrir progressivement. Ce qui fait que au niveau de mesure du succès, nous, on va, en approche traditionnelle, on va voir si on est conforme au plan. Donc là, le chef de projet, en approche traditionnelle, il est en général assez focalisé sur ses tableaux de bord qui refait indéfiniment. Alors, pour avoir été chef de projet, je sais ce que c'est. Donc, on refait indéfiniment le Gantt, etc., tout le temps. Alors que dans les approches agiles, la mesure du succès, c'est vraiment la valeur client. Le domaine, donc c'est prévisible dans les approches traditionnelles versus imprévisible et exploratoire dans les approches agiles. Le retour sur investissement, en agilité, étant donné qu'on a des sprints, donc des incréments qui sont entre 30 et des itérations entre 15 jours et 30 jours en moyenne, 3 semaines. Le ROI, il est vraiment très rapide, puisque dès les premières itérations, on a déjà un retour des utilisateurs. Donc, le style de management est également autocratique avec le PM, le chef de projet au niveau de la pyramide organisationnelle du projet dans les méthodes traditionnelles versus décentralisé lorsqu'on est dans les approches agiles. La culture du pilotage et du contrôle dans les approches traditionnelles, très déstabilisant quand on arrive dans les approches agiles où on est dans le leadership, la collaboration. Donc là, on a un super panéliste qui va vous expliquer en tant que coach agile ce que ça implique.
La relation client, eh bien, dans les approches traditionnelles, on a des interactions au besoin. Moi, j'ai vraiment fait des projets où je ne voyais même pas l'utilisateur, ce qui est assez compliqué quand on est analyse d'affaires. Donc, j'avais, voilà, notamment, c'était des projets de business intelligence où je devais faire le framework par exemple Cognos ou du reporting sans avoir une seule fois interrogé l'utilisateur final. Euh, et alors, heureusement, ça n'est pas arrivé tout le temps, parce que c'est un peu le cauchemar de l'analyse d'affaires de ne pas pouvoir interroger ses utilisateurs, mais ça arrive. Et puis, dans les approches agiles, on a normalement un représentant du client qui est dévoué au projet, normalement, parce que effectivement, dans la vraie vie, une culture non agile dans l'entreprise, même si le projet est agile, bah, fait que le représentant du client n'est pas forcément disponible quand on le souhaite. Donc, souvent, je vois des équipes de développement qui essayent, parce qu'elles ont la connaissance du secteur et de l'entreprise, arrivent à peu près à se débrouiller pour faire un logiciel en imaginant ce que ça peut être. Mais évidemment, ce n'est pas le pilier agile qu'on met en place là. Ensuite, le focus dans les approches traditionnelles, c'est sur les processus, alors que dans les approches agiles, c'est sur l'humain, d'où l'importance du coaching agile. La documentation est complète dans les méthodes traditionnelles alors qu'elle est faible dans les approches agiles, ce qui ne veut pas dire inexistante. Et encore une fois, il n'y a pas de dogme, ça dépend du contexte. Il y a des fois, elle est vraiment très très faible, mais ça pose aussi des problèmes puisque quand on est en maintenance évolutive et corrective, on s'appuie sur quoi? Il n'y a pas de documentation. Donc ça, c'est aussi une problématique pour les analystes d'affaires qui travaillent sur la base de pas grand-chose. Enfin, en tout cas, ce n'est pas évident pour eux. Ensuite, les cycles en nombre limité dans les approches traditionnelles, très nombreux en approche agile. La planification complète dans les approches traditionnelles, sachant que voilà, le chef de projet, là aussi, refait sans arrêt son planning. La planification est minimale dans les approches agiles. Et puis, alors, taille du projet, de l'équipe, bon, je l'ai marqué parce que c'est ce qui est, c'est les bonnes pratiques, mais normalement, approche traditionnelle, soi-disant, c'est plutôt pour des projets de grande taille, avec une taille d'équipe recommandée grande ou petite. Bon, moi j'ai vu de tout, hein. Et approche agile, on recommanderait une taille de projet de petite taille. Moi, je pense que face à moi, j'ai des gens qui ont travaillé sur des gros projets agiles quand même. Donc, taille de l'équipe recommandée, petite taille, et plutôt sur le même site. Bon, là, on est d'accord que c'est les bonnes pratiques qui ne sont pas forcément appliquées. Enfin, sauf si vous avez une expérience, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, alors, une fois qu'on a bien compris ce qu'était que la gestion de projet, pourquoi il y avait plein de méthodologies différentes et pourquoi on utilisait encore d'anciennes méthodologies de gestion de projet et pourquoi parfois on mixait un petit peu les différentes approches méthodologiques, eh bien, comment nous on se positionne en tant qu'analyste d'affaires? Et là, je vais me focaliser sur Scrum, qui est, vous l'avez vu tout à l'heure, quand même la méthode de gestion de projet la plus utilisée. Alors déjà, il y a déjà une chose qui est un peu perturbante, c'est que dans les projets agiles Scrum, le rôle d'analyse d'affaires, et donc a fortiori ses responsabilités, ça n'existe pas officiellement. Pourquoi? Parce que quand on regarde le Scrum Guide, le guide Scrum, on voit qu'il y a trois rôles, le Scrum Master, le Product Owner et la Scrum Development Team. Donc, le business analyst, là-dedans, on ne le voit pas. Il n'est pas du tout mentionné. Contrairement aux approches en cascade, alors est-ce que pardon, je vais un petit peu vite. Donc, dans les projets gérés en V ou en cascade, par contre, on a des collaborateurs qui ont chacun un rôle, des responsabilités bien définies. On a le chef de projet, on sait ce qu'il fait. On a un architecte, on sait ce qu'il fait, donc technique et fonctionnel. Alors, dans les cycles en V en cascade, c'est vrai qu'on a souvent l'architecte technique, le rôle d'architecte fonctionnel personnellement, mais je crois qu'on pourra en discuter après. Je l'ai beaucoup plus vu dans les projets agiles, voire aussi même à grande échelle, où l'architecte fonctionnel est extrêmement sollicité, voire débordé, parce qu'il y en a très peu et tous les projets convergent vers lui. Alors après, on a aussi le rôle de leader technique, le rôle de développeur, le rôle d'intégrateur, le rôle de testeur, d'administrateur réseau, et on a l'analyse d'affaires au milieu. Mais tous ces rôles, ils sont bien connus en cycle en V en cascade. On sait exactement qui fait quoi, on sait quand ce rôle intervient, ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va produire comme livrable. Donc ça, c'est bien cadré.
En revanche, dans le contexte agile, ce n'est pas le cas puisque, encore une fois, on a 3 rôles. Alors, pour revenir un petit peu, non, je vais toujours trop vite. Pour revenir un petit peu sur chacun de ces termes, alors je vais commencer par l'équipe de développement. Elle est responsable de la qualité technique du produit. Donc, on va y retrouver plusieurs rôles, ce que j'ai mentionné avant. Donc, on va retrouver bien sûr les développeurs, mais on va retrouver aussi les architectes, le leader technique, l'intégrateur, etc. Bref, tous les rôles techniques. Et puis, on va retrouver aussi l'analyste d'affaires qui peut être attaché donc au réalisateur de la solution, ce qu'on appelle en France la maîtrise d'œuvre. Et donc, on peut retrouver des analystes d'affaires au sein de la Scrum Development Team. Après, on a le rôle du Product Owner. Son rôle à lui, c'est de définir le produit, sa feuille de route et de veiller à ce que celui-ci réponde aux attentes des utilisateurs, mais également aux besoins du client, puisque ce n'est pas forcément les mêmes attentes entre le client qui paye et l'utilisateur qui utilise, ce n'est pas forcément les mêmes besoins. Donc, le PO, lui, il est représentant du client, il est donc représentant du porteur du besoin. Et là aussi, l'analyse d'affaires, il peut avoir déjà le rôle de product owner quand il est décisionnaire, et il peut être aussi rattaché à cette discipline de product ownership, en fait. Et puis après, vous avez le Scrum Master, qui est le facilitateur et l'organisateur des nombreux ateliers et événements Scrum. Donc, tout comme le Product Owner, le Scrum Master n'est pas un manager hiérarchique au sens strict du terme, avec la pyramide qu'on a dans les approches traditionnelles. Mais un Scrum Master peut aussi faire de l'analyse d'affaires. Voilà. Donc, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus flou, beaucoup moins évident quand on est analyste d'affaires. Et le chef de projet, c'est pareil, puisque quand on est Product Owner, on a une casquette chef de projet, en fait. Et la casquette pilotage est aussi prise au sein de l'équipe de développement, puisque en fait, c'est collaboratif, en fait, tout ça. Donc, Scrum ne distingue que ces 3 rôles, mais il n'interdit néanmoins pas d'en adjoindre d'autres si nécessaire. Et c'est pour ça qu'on va retrouver dans de nombreuses organisations, dans les équipes agiles, des renforcements avec des rôles supplémentaires. Et donc là, je vais pouvoir afficher ce que j'ai essayé d'afficher 2 fois tout à l'heure. Donc, on a les mentors agiles. C'est des personnes qui ont une expérience de facilitation du développement agile et qui peuvent partager leur expérience avec l'équipe. Après, on a les parties prenantes qui sont en fait dans ce rôle Scrum, des personnes externes à l'équipe Scrum, mais qui ont un intérêt spécifique et une connaissance du produit et qu'on va utiliser pour la découverte et le feedback, le retour utilisateur. Ensuite, on a le rôle de Product Owner, qui est souvent la partie prenante principale d'une ou plusieurs équipes Scrum dans une grande organisation. Après, on a le SME, donc ce que IBA définit comme Subject Matter Expert, qui sont des personnes externes à l'équipe Scrum qui ont des connaissances ou des compétences, donc c'est des experts, ils ont des compétences très, très spécialisées qui permettent de combler des lacunes et conseiller l'équipe. Et après, on a l'analyste d'affaires. Et là, on va voir dans la partie suivante comment, justement, on peut se positionner en tant qu'analyste d'affaires, même si j'ai commencé un petit peu à y répondre. Alors, je voulais faire aussi un petit focus sur la gestion du produit et l'analyse d'affaires pour le product management et le product ownership. Alors, la gestion du produit, c'est l'organisation mise en place pour concevoir et maintenir les produits. Et donc, il peut y avoir, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure avec mon exemple de logiciel pour une équipe, une société de transport en France qui vend des billets de train, c'est du transport ferroviaire. Donc, il peut y avoir de nombreux projets qui jalonnent le cycle de vie du produit depuis son idéation jusqu'à son décommissionnement. Et c'est là qu'on va retrouver des responsabilités du product management qui sont de définir la vision et la stratégie du produit, sa feuille de route en termes de contenu et de calendrier des livraisons. Et c'est donc lui qui va animer le leadership sur le produit. Et là, on va retrouver aussi 2 rôles. PO et PM, donc Product Owner et Product Manager. Et parfois, on a un petit peu de mal à faire la différence entre ces 2 rôles parce que d'abord, souvent, c'est sous une même casquette. Il y a une seule personne qui a un petit peu ces 2 rôles-là. Mais dans les 2 cas où on a vraiment 2 rôles séparés, le PO, il va se concentrer sur les responsabilités internes du projet, du coup, comme la gestion du backlog de produits.
Et le PM, il va se concentrer plutôt sur les responsabilités externes comme les études de marché, le marketing, les actions commerciales, la feuille de route produit. Ça, on voit souvent cette distinction, enfin en tout cas à ma connaissance, mais je vous laisse dire votre expérience également dans le chat. Dans les projets gérés avec une agilité à grande échelle, souvent ces deux rôles sont clairement distincts, alors que dans le cas d'agilité à petite échelle, c'est souvent, on va dire, confondu. Hein. Donc, on a évidemment, ce qu'on voit bien, c'est que le product manager, bien sûr, il existe dans les organisations non agiles, puisqu'on voit bien qu'il s'occupe, il y a des tâches qui ne sont pas forcément liées à l'agilité, comme ce que je viens de vous l'expliquer juste avant. Alors, quand l'analyste d'affaires, il est rattaché donc, au client, donc il n'est pas dans la Scrum Development Team, il est côté PO-PM, eh bien, il peut avoir cet intitulé de poste, hein, être donc analyse d'affaires officielle, mais ça peut être aussi le product manager, le product owner qui va être un praticien de l'analyse d'affaires. Donc là, on va retrouver simplement des activités qui sont familières au business analyst traditionnel, c'est-à-dire analyse des besoins, de l'existant, cartographie des parties prenantes, engagement des contributeurs, les licitations, la définition du problème à résoudre, la définition de l'état cible, avec un plan d'action, un calendrier et la mesure des résultats qui est plutôt du pilotage, de la gestion de projet. Donc ça, vous voyez, on retrouve la pratique de l'analyse d'affaires côté PM et PO. Alors, là où ça se complique en général quand on est analyse d'affaires dans des projets agiles et qu'on n'a pas l'habitude, c'est tout ce jargon, tous ces artefacts qu'on ne maîtrise pas bien. Alors, je vais vraiment en donner que quelques-uns, mais les artefacts et livrables du PM et du PO, c'est tout d'abord évidemment le product backlog, qui est la liste des choses à faire et donc qui contient des items de différents types. On n'a pas que des user stories, on a des histoires techniques, des anomalies, des incidents, des problèmes, des items qui demandent des études, etc. Donc là, on ne va pas séparer les demandes de changement, les corrections d'anomalies et le traitement de nouvelles user stories. On va avoir en fait tout dans un product backlog et l'équipe agile, elle a ainsi une vue complète et claire du reste à faire. C'est le product owner qui a la responsabilité de la création et du maintien à jour du product backlog, mais vous avez compris que le PO, ça peut être un analyste d'affaires également. Donc, c'est aussi à ce niveau-là qu'il va s'assurer de la cohérence avec le produit, qui va s'assurer de la bonne granularité des items. Et donc, voilà, en tant qu'analyste d'affaires, on peut être mandaté comme PO ou on peut être là pour seconder le product owner. Après, on a évidemment, alors j'ai vraiment pas le temps de donner le détail, je m'étais noté au cas où de décrire les éléments, des features et des user stories, mais j'aurais pas le temps, donc je vais le passer. Une autre chose que fait le product owner et le product manager, c'est l'estimation de la valeur. Alors, ça veut dire quoi? C'est la valeur commerciale, c'est-à-dire le risque à faire ou à ne pas faire telle user story, telle feature. Est-ce qu'on est dans le bon alignement stratégique? On a des techniques qui sont vraiment particulières à l'agilité, comme MOSCO, must, should, couldn't, won't. Donc, c'est les fonctionnalités obligatoirement présentes, importantes, pas importantes, et celles qu'on verra éventuellement plus tard. Donc là, vraiment, c'est des techniques qu'on rencontre vraiment dans le contexte agile. Le PO, il va par exemple aussi définir quels sont ces fameux critères qui nous permettent de positionner les items dans la matrice MOSCO, les critères qualitatifs, quantitatifs. Il y aura des estimations de la valeur totale. Bon, voilà, c'est des techniques et méthodes qui sont vraiment particulières à l'agilité qu'on ne rencontre pas ou qu'on peut s'approprier en approche traditionnelle, mais à l'origine, ça a vraiment été utilisé pour les approches agiles. Après, on a tout ce qui est évaluation de l'urgence que va faire le product ownership dans l'estimation de la valeur. Impératif à livrer à date, urgence à démarrer, délai prévu de livraison, tout ça, c'est ce qu'il fait. Donc, on voit bien qu'à ce niveau-là, on est vraiment dans la gestion de projet en réalité. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué quand on est à la liste d'affaires parce qu'on a plusieurs casquettes en réalité sur notre tête et même si on a l'habitude, parce qu'un analyste d'affaires, il peut très bien être chef de projet. Alors, je ne sais pas comment vous le dites, vous, au Québec, nous, en France, on dit chef de projet MOA, chef de projet maîtrise d'ouvrage. Donc, les 3 lettres MOA, ça veut dire tout simplement hybride, chef de projet et analyste d'affaires. Voilà, on est porteur du besoin et en même temps, on pilote.
Alors, la priorisation du besoin, c'est une autre chose qu'on fait côté Product Management, Product Ownership. Donc, en Agile, la différence avec les approches traditionnelles, c'est qu'une priorisation n'est valable qu'à un instant T, qu'elle est relative. On va comparer un item par rapport aux autres, qu'elle ne peut se faire qu'en comparant donc des items de même nature et elle doit être réalisée par rapport à un ou plusieurs critères. Donc là aussi, il y a une priorisation qui est faite de manière différente, on va dire, que dans les approches traditionnelles, où on parle de criticité et d'urgence. Et ben là, on a un peu plus de facteurs qui permettent d'être tout le temps agile, puisque c'est valable à un instant T. Alors, qu'est-ce qu'on priorise? On priorise les features, mais on ne fait pas tout seul. Le PO, il va discuter avec les utilisateurs. On va prioriser les épiques. Donc là, on a des notions de story mapping pour guider la priorisation. Je ne rentre vraiment pas dans le détail, je m'en excuse. C'est pour celles et ceux qui découvrent, ça peut sembler être du chinois, mais effectivement, il faut rentrer après dans tout ce jargon pour pouvoir s'approprier et il ne faut pas en avoir peur parce qu'on l'apprend assez vite en réalité. Tant qu'on garde en tête que les activités d'analyse métier restent les mêmes, c'est juste le jargon qui change et l'organisation du travail, tout va bien. Tout va bien. Donc, on priorise les features, les épiques, les user stories, bien sûr, sachant qu'on a toujours cette co-création et que ce n'est pas le chef de projet qui impose. On va avoir un critère du point de vue utilisateur avec la technique Mosco, par exemple, et un critère point de vue d'équipe technique qui va estimer l'effort, ce qui va nous permettre de prioriser les user stories. Voilà, alors on va terminer sur les positionnements possibles. Alors, je ne sais pas, j'ai dû déborder, non? Je crois qu'il est plus ou moins à l'heure, Kaoula. Ouais, j'ai débordé. Bon, j'en ai pour 5 minutes. Tant pis, sinon je m'arrête là, mais c'est un peu frustrant. C'est bon. Alors, les positionnements possibles de l'analyse d'affaires. Donc, dans ce monde-là, on a la définition du logiciel qui est faite au travers d'une exploration cyclique, continuelle et progressive des besoins métiers. Les exigences de la solution, fonctionnelle, non fonctionnelle et de transition, elles-mêmes, elles sont élicitées et décrites au travers d'un processus itératif. Et donc, contrairement aux approches traditionnelles où l'analyse métier est réalisée par le seul business analyst, eh bien, n'importe quel membre de l'équipe peut être amené à effectuer des activités d'analyse métier. Et donc, en plus de ça, on n'est pas formellement identifié par la plupart des méthodes agiles. On sait qu'on est membre du projet, mais un analyste d'affaires qui aura vraiment cette casquette, mais côté équipe de développement, il aura quand même face à lui peut-être des UX UI designers qui sont des praticiens en analyse d'affaires spécialisés. Il aura des architectes fonctionnels qui font de l'analyse d'affaires. Il aura un product owner qui fait de l'analyse d'affaires. Donc, c'est compliqué de ne pas se marcher sur les pieds. Alors, moi, c'est pour ça que je conseille à chaque fois de commencer sa mission en faisant une matrice RACI pour bien être sûr que chacun comprend son rôle et ses responsabilités et pour vraiment ne pas être là en mode pompier, à pas savoir quoi faire, mais vraiment savoir apporter de la valeur ajoutée à l'équipe et qu'il n'y ait pas des incompréhensions. Donc, là où on va dénicher en fait l'analyse métier, on peut le dénicher sous le rôle de facilitateur. Par exemple, dans le cadre de projets ou d'environnements complexes, il va recueillir des besoins et des exigences consensuelles auprès de parties prenantes aux avis divergents. Donc voilà, c'est complexe, il y a plein de filiales, il faut aller recueillir des besoins et il faut au final faire un seul logiciel. L'analyse métier, il peut être le facilitateur qui va faire trouver un consensus. Après, il peut être product owner, j'en ai parlé. Donc là, il faut qu'il ait un pouvoir décisionnaire quant aux caractéristiques du logiciel cible, au produit même, et à la priorisation des fonctionnalités. Il peut remplacer le product owner officiellement nommé. Donc, dans l'organigramme, vous aurez bien un PO, mais celui-ci n'est pas disponible. Et il y aura un analyste d'affaires qui va être mandaté. Par contre, il ne va pas être décisionnaire. Il peut être aussi adjoint. Donc, on voit le terme de secondary product owner et primary product owner. Je ne sais pas comment vous dites, vous, au Québec. Donc là, il seconde le PO principal dans le cas où celui-ci il a une disponibilité insuffisante par rapport à la charge requise pour le succès du projet. Donc, il a un vrai rôle sur l'organigramme, il a un rôle officiel. Par contre, c'est toujours le PO principal qui reste le point focal de l'équipe de développement. On peut le retrouver sous forme de coach également auprès du product owner ou des membres de l'équipe de développement qui doivent réaliser des activités d'analyse métier mais qui n'ont pas les compétences
On peut le retrouver aussi dédié à des activités précises. Donc, on va le faire venir, par exemple, pour définir les critères d'acceptance, d'acceptation dans les user stories. On va lui demander d'aller d'écrire les règles métiers, définir des besoins ou de faire la cartographie des parties prenantes dans le cas de certains projets vraiment complexes ou de définir la valeur. Donc, il peut avoir vraiment sur sa fiche de poste des activités précises à réaliser. On peut aussi lui demander de faire du test métier ou fonctionnel. Et puis, on peut également lui demander de garder l'équipe projet focus, concentrée sur la vision et les objectifs métiers du projet dans l'ensemble, parce qu'en fait, on peut vite perdre de vue cette vision globale, vu qu'on avance en fait au gré des sprints, en fait. Donc, on est un peu le nez dans le guidon à chaque fois. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un au-dessus de la mêlée, si je puis dire, qui est garant de cette vision globale. Et puis, après, on a des analystes d'affaires qui vont assister le product manager. Cette fois-ci, plutôt côté gestion du produit, gestion des demandes. Alors là, c'est la notion de portfolio management qu'on connaît dans l'agilité à grande échelle. Garant également de la cohérence entre la feuille de route interne Scrum et la feuille de route externe produit. Voilà, donc il faut vraiment comprendre que ces responsabilités, et vraiment, je vais terminer là, ne sont pas figées. Ça dépend de la pratique agile de l'organisation. Est-ce que c'est de l'agilité à petite échelle? C'est juste au niveau de l'exécution des sprints? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la vision produit ou c'est du full agile ou encore du lean agile ou de l'agilité à l'échelle? Donc, tous ces termes-là, ça indique bien que l'agilité, elle peut être implémentée d'une manière plus ou moins large dans l'organisation en fonction de sa culture agile. Donc, tout dépend également de la disponibilité, de la compétence, de l'expérience du product owner, du product manager, ainsi que celle de l'équipe de développement. Est-ce qu'il y a beaucoup de juniors? Est-ce qu'il y a des seniors? Est-ce qu'il y a des UX UI designers? Est-ce qu'il y a des testeurs fonctionnels, etc. Donc, il faut vraiment prendre le temps, quand on commence dans un projet agile, en tant qu'analyste d'affaires, de définir clairement les rôles et responsabilités de chacun. Ce n'est pas une perte de temps, bien au contraire. Comme ça, on vous en sera vraiment reconnaissant de mettre les choses à plat. On vous invitera dans les bonnes réunions. Vous n'aurez pas des patates chaudes qui vont vous arriver au dernier moment en mode pompier à éteindre. Et ça sera beaucoup plus confortable, bien entendu, pour vous et ça apportera plus de valeur. Voilà, je m'excuse pour du coup cette rallonge de je ne sais pas combien, 10 minutes, Kaola, et je vais arrêter de partager. Oui, c'est bon. Merci. Voilà, en espérant Merci, avoir Alice. apporté des informations. Ouais, merci Alice pour cette belle présentation. Ça a suscité beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Il y a eu de l'effervescence au niveau des messages. Donc, je vais commencer petit à petit. Je vais avoir vraiment posé la question pour nos panélistes et à toi aussi. Donc, je vais commencer par la première question. Quel est l'avenir de l'analyste d'affaires dans la gestion de projet? Vers où s'en va la pratique? Je ne sais pas, on va commencer par exemple par Mohamed. C'est quoi ton avis par rapport au rôle de l'analyse d'affaires dans la pratique et son avenir? Bon, tout d'abord, merci là pour tous les participants et merci aussi pour Alice pour ta présentation. Là, tu as abordé tous les sujets parlant de tous là, différents rôles, que ce soit de l'approche traditionnelle ou agile. Moi, je dirais là, par rapport à l'avenir du rôle de l'analyse d'affaires, on aura toujours besoin de lui. On aura toujours besoin de lui parce que ce n'est pas dans tous les cas qu'on va appliquer l'agilité. Il y a des cas là où on ne fait pas appel à l'agilité et l'approche traditionnelle est très suffisante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en théorie, on parle toujours de product owner, surtout par rapport à l'agilité, mais en pratique, le product owner, là, a toujours besoin d'un soutien de la part d'un analyste d'affaires. Après, là, c'est lui qui est décisionnaire, c'est toujours le product owner selon l'approche agile, je précise là par rapport au Scrum. Et je rajoute une précision. Lorsqu'on parle parce qu'il y a une version de 2017 par rapport au guide Scrum et une version 2020. Et la version 2017, on dit toujours une équipe de développement. À partir de la 2020, on parle de developers. C'est pour dire développeur de produits. Et le développeur de produits, là, pourrait être analyste d'affaires, pourrait être un développeur informatique, pourrait être un analyste fonctionnel, pourrait être testeur, etc. Donc,
ceux qui ont un rôle autre que le Scrum Master et le Product Owner et qui font partie de l'équipe Scrum sont considérés comme des développeurs de produits. Mais l'avenir, il est là. Là, nous aurons toujours besoin d'une analyse d'affaires. Et moi, personnellement, j'ai une préférence d'un product owner avec une expérience en tant qu'analyste d'affaires. Oui. Pourquoi? Parce qu'il va combler le deux rôles. Il va ramener sa vision d'affaires. Il va ramener son expérience lorsqu'on parle fonctionnel, non fonctionnel. On va parler des licitations, lorsqu'on va parler quand est-ce qu'on va faire de l'amélioration continue, etc. Et il ne va pas se limiter à un rôle de carnet de produits et une vision de produit au sens interne. Non, mais il va faire évoluer les choses avec une vue 360. Moi, je dirais que l'avenir de l'analyse d'affaires, il est toujours là. C'est un rôle principal et on ne peut pas se débarrasser de ce rôle-là. Heureusement pour nous. Merci Mohamed. Ça réconforte beaucoup de monde. La deuxième question que j'ai, existe-t-il un projet sans méthodologie? Moi, selon la pratique, oui, ça existe parce qu'on peut naviguer à flou, mais je laisse Ivan me répondre par rapport à cette question. J'aurais tendance à dire, merci en passant de me donner la chance de pouvoir participer à votre conférence comme panéliste. J'aurais tendance à dire, quand j'ai lu la question dépendant la présentation à Alice, j'ai ri un peu intérieurement, mais en même temps, je me suis dit, en même temps, c'est une approche traditionnelle, non, c'est l'approche. Pas de méthodologie, hein, ça revient à dire que c'est une approche traditionnelle jusqu'à un certain point, tu sais. Mais non, c'est pas vrai, parce qu'une approche traditionnelle, ça a un cadre très établi, très défini. Alors, je me dirais, si tu n'as pas de méthodologie, tu sais, elle va comme je te pousse. tu dis, bon, on va faire, OK, on fait ça pour le client, et puis on y va un peu n'importe comment. Il n'y a pas vraiment de méthode sans méthode clairement définie pour un projet. Un projet est soit traditionnel, soit dans une des différentes facettes de l'agilité, ou un mode ou une hybride, c'est-à-dire divisé en une partie traditionnelle et une partie hybride, mais sans méthodologie. Bonne question. Personnellement, j'ai déjà rencontré des projets sans gestion, sans méthodologie, parce que simplement, la personne n'est pas formée et elle ne sait même pas que ça existe. Mais c'est courant dans les petites structures, c'est très courant en fait. Hein. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais moi, j'en ai rencontré plus d'une fois. Et même moi, au début, je ne suis pas certifiée PMP, je me suis auto-formée. Et maintenant, je sais le faire de manière structurée, mais au début, je le faisais à l'intuition. Ça marchait. Alors, peut-être pas bien, mais ça marchait. C'est peut-être partie des projets en échec, je ne sais pas. Mais en même temps, la personne, comme tu dis, qui se ramasse avec un projet, qui ne l'a jamais fait auparavant, va aller chercher de l'information, puis par la force des choses, va tomber dans une approche traditionnelle, probablement. C'est vrai. Ça, c'est vrai, Ivan, oui. J'ai Antoine ici. Il n'a pas posé des questions, mais vraiment, il a donné beaucoup de perspectives. Je vais… Donc, Antoine, c'est à toi maintenant. Donc, tu as dit la méthodologie de gestion de projet est aussi très influencée par le secteur d'activité de l'entreprise. Est-ce vrai? Oui, mais il y a quand même un truc assez intéressant, puis Alice l'a bien exposé. Aujourd'hui, on parle beaucoup des technologies de l'information, mais prenons un pas de recul. L'analyse d'affaires, c'est un métier qui est vieux comme le monde. On en a toujours fait dans n'importe quel domaine. Puis il y a des domaines qui sont très, très axés sur la production de produits, etc., où il y en a de l'agilité qui se fait. Et il y en a de l'agilité et il y a des gens qui jouent, entre guillemets, qui exécutent des tâches d'analyste d'affaires sans pour autant avoir le nom du métier d'analyste d'affaires. Donc, moi, tantôt, j'écoutais ce que disait Alice, je prenais quelques petites notes, puis il y a un truc que j'ai retenu, entre guillemets, dans toute la description de projet, c'est de se dire, finalement, derrière un projet, peu importe la méthodologie, on part toujours d'un besoin, parce que sinon, il n'y aurait pas de projet.
que ce besoin il soit exprimé par une entreprise, par un marché, par des utilisateurs, il y a toujours un besoin en arrière. Puis quand on dit besoin, ben, ça rime beaucoup avec le métier d'analyse d'affaires, parce que c'est notre rôle. C'est notre rôle d'aller justement explorer ce besoin-là et de le formaliser dépendamment des livrables, des artefacts ou de la méthodologie qu'on nous demande. Donc, hyper important de bien comprendre le positionnement de l'analyse d'affaires en mode projet, peu importe que ce soit un projet traditionnel, un projet agile dans une petite équipe, dans une grande entreprise. Il y a toujours cette espèce de spectre très large de ce que l'analyse d'affaires pourrait faire, et il faut trouver le positionnement. Donc Alice, tu l'as bien dit à la fin de ta conférence, de déterminer d'entrée de jeu quel est le positionnement dans le contexte dans lequel tu effectues tes tâches, que ce soit un mandat de consultation ou vraiment un rôle à part entière dans une entreprise. C'est comme la base fondamentale d'un rôle d'analyse d'affaires. Donc, ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu au travers soit des questions. Donc, tout le monde se pose des questions sur le rôle, de quelle est l'interaction du rôle de l'analyse d'affaires dans une structure de projet, peu importe les personnes et les parties prenantes avec qui on interagit. Mais on a aussi nous-mêmes un travail à faire. L'élicitation de besoins, il faut qu'on la fasse d'abord sur notre rôle, sur notre intervention, pour être en mesure de se positionner. Et je rajouterais, je suis d'accord totalement, le problème, en fait, c'est que quand on n'est pas formé, qu'on ne connaît pas soi-même vraiment sa discipline, comment est-ce qu'on est capable de se positionner parce que quand on connaît, on sait faire sa matrice de rôle et responsabilité en disant, ben voilà, analyse, qui fait quoi pour tel domaine, métier, conception fonctionnelle, qui fait quoi, product owner, enfin, on est capable parce qu'on connaît, mais c'est pour ça que c'est si important de connaître déjà, d'être formé à la discipline de l'analyse d'affaires avant d'être envoyé comme ça. Enfin, moi, j'ai tellement de témoignages de gens qui sont envoyés dans la fosse au lion, comme ils me disent, sans aucune aide. Donc, on va peut-être les former au jargon, mais en fait, ils vont être que réactifs, mais ils ne vont pas être capables de prendre du recul. On va, surtout en agile, où il y a un rythme quand même très élevé, on n'a pas le temps même d'aller éliciter le besoin. Enfin, voilà, ils sont sur des tâches, mais sans ce recul qu'on demande à l'analyste d'affaires. Donc, là, c'est vrai que la première chose à faire, c'est de se former à l'analyse d'affaires pour être capable d'être pertinent et de voir où est notre responsabilité exacte au sein du projet. Absolument, Alice. On a Abdoulaye Barry, donc tu as levé la main. À toi la parole. Tu as une question? Oui, je voulais juste intervenir par rapport à la question. C'est moi qui ai posé la question par rapport à un projet qui n'a pas de méthodologie. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas de projet sans méthodologie. Certainement, la personne qui ne sait pas quelle méthodologie elle utilise, ça pourrait qu'être dans une méthodologie waterfall sans pour autant te rendre compte. C'est juste la façon de structurer les démarches qui diffère un peu. Alors qui? Je joue déjà les deux rôles. J'ai déjà été analyste d'affaires. Déjà en passant, je dis bonjour à Marie-Laure Mélaton. Donc, je connais un peu les deux rôles. Je connais les deux rôles. C'est juste, ça arrive, oui, des débutants en gestion de projet qui passent des erreurs au début de leur carrière, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne suivent pas une méthodologie. Mais bon, ça revient au fait de dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de conscience qu'une méthodologie de gestion de projet doit être appliquée, ben, il n'en applique pas. Voilà. Bon, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On devrait appliquer au minimum une méthodologie de gestion de projet, même si c'est inventé, entre guillemets, par soi-même. Mais quand on ne sait même pas que ça existe, et moi, honnêtement, je le dis humblement, ça m'est arrivé au début. Donc, je sais que je ne suis pas la seule. Voilà, juste par pragmatisme, pour arriver à la fin de mon projet, bah, j'ai enchaîné des étapes parce que j'étais juste pragmatique, mais j'appliquais strictement aucune méthodologie. Je ne savais même pas que ça existait, quoi. Donc, je ne sais pas si c'était ta question. Oui. J'ai la main levée de Mohamed et Antoine. Donc, on va commencer avec Mohamed. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Merci, Lola. Moi, ma réponse à une telle question, c'est que nous avons tous vécu une expérience où on n'a pas fait référence à une
cadre de gestion de projet méthodologique. C'est nos débuts, c'est comme ça. Moi, je dirais que c'est un fonctionnement informel du bon sens de la gestion de projet. Mais après, là, pour faire appliquer les choses dans les règles de l'art, nous avons toujours besoin d'un cadre pour la gestion de projet. Donc, moi, j'abonde dans le sens de la réponse d'Alice. Là, on a toujours besoin d'un cadre pour structurer, que ce soit à l'échelle décisionnelle ou à l'échelle opérationnelle, et pour pouvoir aussi avoir cette logique pragmatique pour pouvoir donner de l'avancement. On ne peut pas là rester dans une situation où on veut donner de l'avancement et on dit par rapport à quoi? Parce qu'on n'a pas une réponse. On a toujours besoin de se référer à un processus de gestion de projet. Voilà. Oui, absolument. Il faut du bon sens. Antoine, après Ivan, je vous prends mes panélistes. Un petit mot sur la formation, parce que on parle beaucoup de la formation du métier d'analyse d'affaires. Puis ça, c'est la base que tout le monde devrait maîtriser. Donc, l'IBA est là en support justement pour influencer. Des personnes comme Alice aussi influencent la formation au travers de différentes ressources. Ça, c'est hyper important et ça se fait en continu. Oui. Par contre, un analyse d'affaires ne peut pas se concentrer uniquement sur son métier. Étant donné que c'est un facilitateur dans une organisation, il doit comprendre l'environnement dans lequel il évolue. Donc, des personnes qui vont aller chercher des formations en gestion de projet ou en tout autre domaine qui sont nécessaires, la gestion du changement, etc., ça nous permet de comprendre finalement quelles sont les attentes des autres par rapport à ce qu'on doit faire. Et tantôt, je me suis fait une petite matrice, là, je me suis fait un petit SWOT de moi-même juste pour comprendre un petit peu où je me situais. Dans les opportunités que ça amène, parce qu'on a mentionné, Alice et les panélistes mentionnent la différence entre les méthodologies de projet. Mais posons-nous la question pour l'avenir de la pratique d'analyse d'affaires. Quelles sont les opportunités? Et les opportunités principales qu'on peut avoir, c'est justement d'explorer le spectre très large des compétences qu'on a en tant qu'analyse d'affaires. Donc, ça nous donne des opportunités de nous positionner à différents endroits dans les projets, dans les initiatives, afin justement de supporter les entreprises dans la création de valeur ajoutée. Absolument. Oui, Antoine. Ivan. Juste revenir, excuse-moi, je reviens à la méthodologie, là, parce que là, j'ai vu Mohamed m'a donné plein d'idées. Mais je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un qui n'a pas de méthodologie va fonctionner par nécessité dans son projet. Il va être obligé de suivre un budget. Il va être obligé, par la force des choses, il va être obligé de suivre le budget et il va être réactif. Il ne sera pas capable de prévoir parce que la méthodologie, normalement, te permet de prévoir, te permet de t'organiser. Alors, il va être réactif à tout ce qui va se passer au fur et à mesure. Et puis, évidemment, une méthodologie, ça ne garantit pas nécessairement le succès, mais ça améliore grandement tes chances d'arriver à une fin de projet à la satisfaction du client. Alors que sans méthodologie, il y a des grosses chances que ce soit un accident de voiture à la fin. Désolé. Absolument. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment le rôle de l'analyse d'affaires pour cadrer les choses, même si il n'y a pas une bonne gestion de projet qui est mise en place. C'est peut-être son rôle avec la casquette de gestionnaire de changement qui va faire évoluer les choses sur terrain. Alice, je te laisse la parole. Donc, normalement, on va finir dans 5 minutes. Donc, si on peut récapituler, sinon, Anis, il va clôturer après moi. J'avais levé la main, alors j'avais encore trouvé le bouton, c'est pour ça que je faisais ça, mais en fait, non, il y avait un bouton lever la main. Les statistiques que j'ai évoquées, en fait, j'ai eu un gros trou de mémoire, c'est pour ça que je n'ai même pas donné le nom de mes références, mais ça y est, j'ai retrouvé. C'est le Standish Group Chaos Report, pour ceux que ça intéresse, qui est souvent une référence qu'on donne, nous, pour expliquer les taux d'échec ou de réussite des projets de système d'information. Et quand on regarde, le dernier, c'était en 2015, donc c'est des enquêtes massives internationales sur des milliers de projets de systèmes d'information dans le monde entier. Et en fait, c'est vrai que dans 1994, il y avait eu la première enquête massive qui montrait ces 83% de taux d'échec.
En 2015, il y a eu donc 20 ans après une autre enquête massive où on voit qu'il n'y a plus que 71% de taux d'échec. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir les causes des échecs. Et les causes des échecs, 3 sur 5, c'est lié à l'analyse d'affaires. Ce n'est pas lié à la méthodologie en réalité. Enfin, on voit que la méthodologie a amélioré les réussites des projets de système d'information, que les approches agiles, par le biais il y a plus cet effet tunnel, il y a un time to market court et on peut avoir un feedback utilisateur beaucoup plus rapide, ce qui nous permet d'être agile, voilà, et d'aller vers une meilleure valeur des utilisateurs. En revanche, dans les causes des échecs, c'est toujours l'analyse des besoins. Enfin, on retrouve en fait tout ce que nous, on pratique en tant qu'analyse d'affaires, c'est bien comprendre le besoin. Entre autres, et il y a aussi toute la notion de collaboration avec les utilisateurs, d'être capable, puisqu'on 50% de nos compétences, c'est quand même des compétences humaines. Il y a effectivement les hard skills, les compétences professionnelles, puis après, il y a toutes les compétences relationnelles et comportementales qui sont extrêmement importantes quand on est analyse d'affaires. Et d'ailleurs, beaucoup d'analyses d'affaires sont recrutées avant toute chose pour ces compétences-là, il ne faut pas l'oublier. Un analyse d'affaires qui a un socle de connaissances, c'est bien, mais s'il n'a pas une capacité de communication, de synthèse, de résolution de problèmes, de curiosité, etc., il ne fera pas une bonne analyse d'affaires. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est dans le Stanley Group Chaos Report, c'est de voir à quel point la réussite des projets de système d'information, 3 causes sur 5, est liée à la pratique de l'analyse d'affaires. Voilà, c'était ce que je voulais expliquer. Okay. Parfait. Donc, on a encore 15 minutes. Moi, je me suis trompée sur l'horaire. Donc, on a encore 15 minutes, vraiment parce que je veux répondre à toutes les je croyais que je questions. pouvais aller dormir. Il est 1h du matin chez moi. C'est juste 15 minutes et on va clôturer. Donc, j'ai beaucoup de questions parce qu'ils ont besoin de savoir et de vraiment profiter de votre présence ici. La question, en fait, c'était par rapport au rôle de l'analyse d'affaires et le rôle de l'analyse d'affaires par rapport au product owner, par rapport au product manager. Quelle est la différence entre product owner et product manager? Je sais que Mohamed peut me répondre par rapport à ça puisque donc, tu maîtrises l'agilité. Je sais aussi que Max, il était product owner. Par la suite, il est devenu product manager, je pense. Donc, moi, je l'ai félicité pour ça. Donc, je sais que c'est une promotion. Donc, voilà, c'est à vous de nous expliquer voilà, les rôles et responsabilités par rapport à ça. Mohamed? Moi, là, par rapport au rôle de product owner, product manager, Alice, elle a vulgarisé le concept. Facile. Product manager, c'est tout ce qui est externe. Product owner, c'est tout ce qui est interne. Prenez-la comme ça, c'est beaucoup simple, sans rentrer dans les détails, parce qu'on pourrait passer toute la nuit là à décrire les tâches et étudier les cas de figure, etc. La particularité existe pour le cadre de travail, l'agilité à l'échelle pour SAFe, on décrit précisément et on dit que le product manager, c'est le product owner du product owner. On pourrait dire ça. En réalité, moi, je préfère que non. Là, le SAFe a beaucoup de critiques par rapport à ces points-là. Un petit commentaire là par rapport à des slides, on a parlé de la documentation. J'aimerais bien ramener une précision et c'est par rapport à cette documentation, lorsqu'on parle de l'analyse d'affaires, on parle de product owner, je veux dire, l'agilité n'empêche jamais de faire de la documentation. Si l'agile est anti-documentation, pourquoi y a-t-il quelque chose qui s'appelle manifeste agile? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que trop de documentation, ça va nous faire perdre du temps. Peu de documentation, ça va créer des problèmes de communication. Donc, doser la documentation, c'est ça la recommandation de l'agilité. Et moi, je dirais, créons une documentation incrémentale et itérative tout au long du projet. Voilà. Merci Mohamed pour cette précision. Antoine? Oui, je fais du pouce sur Mohamed concernant le rôle, entre guillemets, parce qu'on parle souvent des rôles qu'on peut jouer, mais l'analyse d'affaires, l'analyste d'affaires, il est plus qu'un rôle, c'est un métier. Et ça, c'est une différence fondamentale, dans le sens où ça fait toute la différence puis là, je vois une question sur quel conseil donneriez-vous à ceux qui débutent leur carrière. Donc, en partant du principe que c'est un métier, il y a tout un cheminement de formation, il y a tout un cheminement d'accompagnement.
Alice le disait tantôt, des fois, on arrive en tant qu'analyste d'affaires dans un projet, puis on est mis dans un contexte qu'on ne comprend pas forcément. Donc, c'est dur de trouver sa place, de trouver son rôle, d'exécuter des tâches. Revenons à la base. En théorie, un analyste d'affaires formé qui comprend son métier devrait être capable d'intervenir n'importe où. Il aurait juste à piocher dans son sac à compétences et à les appliquer dépendamment du contexte. Moi, un des conseils que je pourrais donner, c'est de trouver une structure, je ne parle pas d'entreprise, je ne parle pas d'autre chose, mais de trouver une structure qui peut vous accompagner dans ce développement professionnel-là, que ce soit au travers de vos projets ou que ce soit au travers de votre entreprise. Il y a certains projets qui ont des fonctions de support, des fonctions de métier, des experts métiers qui viennent accompagner les gens qui jouent certains rôles, qui exécutent certaines tâches, que ce soit au niveau de la gestion de projet, au niveau de l'analyse d'affaires ou tout autre corps de métier. Ça, c'est intéressant pour quelqu'un qui débute de se retrouver dans ce genre de contexte-là. D'aller trouver un senior qui a de l'expérience, qui peut vous partager cette expérience-là, puis vous apprendre les choses importantes, ça peut être intéressant. Et de se retrouver au contact d'autres analyses d'affaires. Donc là, je fais du pouce sur l'IBA qui nous permet d'avoir cette mise en contexte-là. C'est important d'aller chercher l'expérience des uns et des autres. Mais de comprendre de base que nous sommes un métier et pas juste un rôle, ça amène tout un tas de développement de compétences très intéressantes. Et ça fait la différence dans le cheminement de carrière. Moi, j'ai pas mal d'analyses d'affaires dans mes équipes, seniors, juniors, tout part de la formation. Quelqu'un peut être un analyste d'affaires senior si, au travers de sa carrière, il a commis certaines erreurs de spécification de tâches ou de compréhension de certains contextes. Sa seniorité a beaucoup moins de valeur que quelqu'un qui a une formation solide qu'on peut exploiter dans différents contextes. Donc, c'est vraiment un cheminement de carrière qui est très, très axé sur la formation et l'exploitation de ces compétences-là. Absolument, absolument. Voilà, c'est clair, les rôles. Il y a une question aussi par rapport à la différence entre les rôles de l'analyste fonctionnel et l'analyste fonctionnel et l'analyste d'affaires, surtout dans le cadre du demand story, donc lorsqu'on parle de l'agilité, voilà, qui assure quoi, disons, donc les rôles et responsabilités entre l'analyste fonctionnel et l'analyste d'affaires. Si je peux me lancer, parce qu'il y a une distinction avec la France, justement. Puis ça, Alice, j'aimerais ça t'entendre, entre guillemets, pour bien comprendre, parce que nous, on le vit, entre guillemets, dans les projets à l'international qu'on peut avoir. Quand on va chercher un analyste d'affaires en France, ça ne veut pas dire la même chose qu'un analyste d'affaires en Amérique du Nord et au Québec spécifiquement aussi. Et l'analyse d'affaires et l'analyse fonctionnelle, ici, c'est deux rôles complètement distincts. Oui. Alors que du côté de la France, on a un rôle hybride, le business analyst, qui lui se retrouve, dépendamment de son contexte, soit avec un bout de charge de projet, soit avec un bout fonctionnel et un bout métier, un bout axé sur le business. Donc, ça dépend du contexte dans lequel on le joue, mais principalement, Alice, je te laisse aller. Je ne veux pas prendre tout le temps. En fait, merci Antoine. En fait, c'est assez étrange parce que on est passé d'une segmentation de l'analyse d'affaires où on avait d'un côté, alors ce que nous en France on appelle l'AMOA, donc assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc le porteur du besoin. On va être côté besoin, donc l'AMOA, il va être donc l'analyse d'affaires tout court, j'imagine, c'est à peu près l'équivalent en termes de terminologie. Il va connaître les processus métiers de l'entreprise, etc. Et à la limite, il ne va pas avoir la connaissance du logiciel ou du système d'information. Il va dire, voilà ce dont j'ai besoin. Voilà mes contraintes économiques ou les contraintes pour la business unit où je travaille, etc. Et après, on a côté solution informatique, l'analyse fonctionnelle. Dans fonctionnel, il y a fonctionnalité, il y a la notion de solution. C'est comment la solution, comment le logiciel, il va répondre à un besoin. Un besoin, on peut ne pas y répondre. Je peux très bien lister tout ce dont j'ai besoin, mais derrière, on va dire, là, on va y répondre dans un logiciel ou un système d'information. Là, on va y répondre sous forme de procédure d'entreprise. Là, on n'a pas besoin d'y répondre. Le jour où ça arrivera, on va le gérer par le risque. Voilà. Et donc, l'analyse fonctionnelle, l'analyse d'affaires
fonctionnel. Donc, nous, on a le terme de consultant fonctionnel, voilà, expert fonctionnel. Il va être rattaché à la maîtrise d'œuvre, au réalisateur et donc à la solution. Et on va juste, du coup, son périmètre, ça va être parmi les besoins qu'on aura conservés dans le cadre de la solution, lesquels vont être transcrits de manière logicielle. Et donc, c'est là qu'on va retrouver, il va définir les exigences fonctionnelles, non fonctionnelles et de transition. Mais ce qui est étrange, c'est que on est passé de cette segmentation des approches traditionnelles progressivement, on s'est dit non, c'est embêtant parce qu'en fait, on perd de vue la valeur utilisateur. Parce qu'au final, quand je suis côté solution, je ne sais plus du tout quel était le besoin et finalement, je ne suis plus capable de dire si chaque demande va dans le bon sens par rapport à l'utilisateur. Si on est côté besoin, on n'est plus capable de comprendre de quelle manière technologiquement le logiciel va répondre à ces besoins-là. Donc, on a créé ce super rôle d'analyse d'affaires qui avait comme objectif d'avoir cette vision globale. Et là, on revient en arrière. J'ai l'impression, quand je revois un peu l'évolution de votre côté, au Québec, même aux États-Unis, etc., ben, j'ai l'impression que depuis quelques années, on revient finalement à cette segmentation des rôles. Voilà, où on retrouve le fonctionnel d'un côté et le porteur du besoin de l'autre. Mais bon, après, ce sont finalement que des rôles et responsabilités, parce que, comme tu le disais, Antoine, la discipline, elle existe et elle existera toujours. On peut pas. C'est de plus en plus vrai, parce qu'avant, on pouvait créer un logiciel, le faire sur le biais de la technologie. C'était les développeurs qui avaient la connaissance, et puis ils balançaient un logiciel, et puis tout le monde était content parce que ça n'existait pas avant, et on n'était pas trop exigeant. Mais maintenant, en fait, l'utilisateur, il veut quelque chose qui soit pour ses besoins à lui. C'est même plus en termes d'acteurs, dans un groupe d'utilisateurs qui a les mêmes besoins. Maintenant, chaque personne veut pour lui. C'est de matière encore plus pointue que le logiciel réponde à ses besoins, d'où l'intelligence artificielle, etc., qui fait qu'effectivement, on spécialise la réponse logicielle. Mais bon, ça reste des rôles et des responsabilités, ça fluctue, je pense, et ça c'est pas fini. Oui. Une autre question qui est, bon, Antoine, est-ce que tu veux répliquer par rapport à ce que Alice a dit? Non? C'est une ancienne main? Ton micro est fermé, Antoine. C'est une ancienne main. Passons à une autre question pour le Mais j'ai compris. OK, donc la question, vraiment, c'est pour vous tous, conférencières et panélistes, que pensez-vous de la place de l'analyse d'affaires dans des équipes non informatiques, dans des projets strictement affaires? Moi, je dis que la tâche, elle est beaucoup plus simple. Mais à vous de répondre vraiment par rapport à cette question. On va commencer par Mohamed. Moi, si j'ai bien compris, la question, c'est le rôle d'un analyste d'affaires dans un projet non lié à l'informatique. Oui. Moi, je dirais que c'est un conseiller en organisation de travail. Et ce n'est pas selon la définition en France, c'est selon la définition au Québec. Parce que là, Alice, il y a une autre différence entre Québec et France par rapport à l'organisateur de travail. Donc là, moi, je dirais l'analyse d'affaires, c'est quelqu'un avec un travail qui n'est pas lié à une solution informatique, qui va travailler sur la cartographie du processus, les rôles et les responsabilités, la matrice, la fameuse. Aller proposer une expression de besoin en fonction du processus optimisé qui sera supporté par une solution informatique aussi dans le futur. C'est vraiment, moi, je le vois dans un rôle où il fait la liaison entre une équipe de projet d'optimisation du processus ou d'amélioration continue qui va transférer le travail vers une équipe qui va travailler sur une solution informatique qui va supporter le processus optimisé. Je le vois dans cette dimension-là, dans un contexte bien particulier. Mais je vous laisse aller répondre. Oui, Alice. Je donne juste mon expérience, sachant qu'il y a autant d'expérience qu'il y a de business analyst fois 1000, puisqu'on a tous plein de missions en général. Moi, mon expérience, j'ai tout fait, enfin, j'ai tout fait, c'est pas vrai, j'ai pas tout fait. J'ai été analyste d'affaires, ce qu'on appelle métier et gouvernance, donc j'ai assisté des dirigeants.
Et tout comme j'ai travaillé dans des contextes métiers purs sans absolument aucune solution informatique derrière. Un exemple très… Alors, c'est ce qu'on appelle des consultants. Voilà, consultants en tout ce que vous voulez. Vous mettez la spécialisation qu'il y a derrière. Alors, un exemple, c'était une fusion de 2 départements. Et donc, les processus changeaient complètement. Il fallait en créer des nouveaux. Il fallait réorganiser totalement l'onboarding des collaborateurs, les infrastructures, enfin tout. Voilà. Et donc, en fait, il fallait réfléchir au niveau métier, puisqu'on a le processus, la chaîne de valeur d'une organisation permet de produire de la valeur. Donc là, en fait, moi, mon rôle, c'était de comprendre toute cette chaîne de processus. Et sachant qu'avec la fusion des 2 départements, il fallait recréer totalement des processus métiers et des procédures, donc très, très détaillées. J'ai écrit énormément de procédures. C'était dans l'aéronautique, c'était extrêmement précis et complexe, sachant que, comme le disait Antoine, normalement, en tant qu'analyste d'affaires, on peut travailler partout. Je ne connaissais absolument pas ce domaine. J'ai appris. Et c'est ça la force aussi de l'analyse d'affaires, c'est sa capacité à apprendre à chaque fois un nouveau secteur d'activité, etc. Donc moi, derrière, il n'y avait absolument aucune informatique, aucun logiciel. Ce n'était pas la cible. La cible, c'était faire en sorte que la chaîne de valeur, elle soit améliorée, puisque c'était le but de cette fusion de départements, que la performance globale soit améliorée. Donc voilà, c'est pour donner un exemple parmi d'autres, mais j'en ai fait d'autres. Et je termine aussi pour la gouvernance. Ça, c'est côté métier, c'est-à-dire opérationnel. Au niveau de la gouvernance, où j'ai travaillé, c'était on a besoin d'améliorer les relations avec les parties prenantes, avec les fournisseurs, par exemple. Comment faire pour améliorer cette relation avec les fournisseurs? Donc, la gouvernance de l'entreprise. Mettre en place des indicateurs de performance, un dirigeant qui a besoin de savoir s'il est bon, s'il n'est pas bon, par rapport à quels critères et quels sont ses leviers en fait pour améliorer sa performance d'entreprise. Et ben là, en analyse d'affaires, il va intervenir. Mais vous le retrouvez, nous en France, on le retrouve sous une autre étiquette, consultant en plein de choses. Ça peut être aussi la conduite du changement, par exemple. La conduite du changement, c'est un métier aussi. Vous n'avez pas du tout forcément de l'informatique derrière. Voilà. Ouais. Antoine? Ouais, juste pour terminer là-dessus, ça revient à ce qu'on se disait tantôt, parce que là, on a concentré le rôle d'analyse d'affaires dans un projet TI au travers de différentes méthodologies, mais il y a tellement plus large que ça à faire. Quand on fait de l'optimisation de processus basée sur des flux qui soient humains ou informatisés, peu importe, mais on peut être très très loin, je veux dire, du système en tant que tel, de la compréhension des fonctionnalités, puis être juste sur la mesure de performance. On peut être aussi dans la conduite du changement, parfait, on peut toucher à l'humain sans toucher à la technologie, et c'est un des impacts et des rôles qu'on peut avoir aussi. Mais il y a aussi tout un volet qu'on a un peu moins parlé, puis qui ne cadre pas forcément avec… en fait, Yvan dirait que oui, on est dans la gestion de projet traditionnelle, mais tout ce qui est les études de faisabilité, etc., tout ce qui est les éléments de l'analyse d'affaires auxquels l'analyse va participer d'un point de vue beaucoup plus documentaire, sur des études de marché, sur plein de choses qui finalement peuvent ne pas avoir de lien direct avec de la technologie aussi. Donc, la question, elle est bonne, juste pour se poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire finalement en dehors d'un projet de technologie de l'information. Et la réponse est, il faudra qu'on se reparle lors d'une prochaine conférence. Ok Antoine, ça sera peut-être un des sujets des prochaines conférences, c'est une bonne idée. Je veux vraiment clôturer avec cette question. Donc, si on devait retenir une chose de ta présentation, Alice, ça sera laquelle? En fait, c'est le minimum syndical là, que je vous ai donné. Comme disait Antoine, il faut refaire d'autres conférences. Donc, non, pour moi, il faut tout retenir. Sinon, j'ai bossé pour rien, ça va jusqu'à 1h15 du matin. Ah oui, ça. Oui, absolument. Donc, c'est juste comme si le conseil que tu as à nous donner, c'est… voilà. Le conseil, c'est que dans un contexte agile, et c'était ma dernière planche, c'était commencer par clairement établir les rôles et responsabilités, parce que c'est au cas par cas en réalité. Donc, ça dépend des compétences disponibles dans l'équipe, ça dépend des disponibilités, ça dépend de la culture agile ou pas au sein de l'organisation ou du projet, de la formation, parce qu'il y a aussi plein de cas où les gens ne sont pas formés à l'agilité. Voilà. Donc,
c'est au cas par cas. Donc, on ne peut pas dire, comme en contexte traditionnel, un analyste d'affaires, il fait telle activité et à tel livrable. En contexte agile, c'est vraiment du cas par cas. Mais dans la mesure où vous connaissez votre métier, vous connaissez le contexte agile, c'est pour ça que souvent, il faut avoir vraiment cette double compréhension agile et analyse d'affaires. Alors, sachant, je rebondis juste tout à l'heure, le product owner, il est éduqué, entre guillemets, sur sa discipline, hein, enfin son rôle plus exactement, mais les product owners, on ne leur apprend pas à faire des licitations, on ne leur apprend pas à faire des analyses des besoins, etc. Donc, c'est une compétence double. Et moi, franchement, j'en vois souvent. Alors, c'est vrai qu'en utilisant les méthodes agiles, on peut s'en sortir très bien. Mais quand on les sort de leur contexte agile, ils ont du mal à se positionner après dans les contextes non agiles. Voilà, donc, à retenir, c'est du cas par cas et ne croyez pas que c'est un dysfonctionnement. Ça fait partie inhérente de l'agilité, justement. Et c'est OK. Voilà, c'est OK. OK, parfait. Je vous laisse le mot final et je donne la parole à Anis pour clôturer aussi. Oui, Donc, Mohamed. bonjour. Moi, je remercie Oui. notre conférencière Alice et je remercie aussi nos panélistes qui sont aussi issus de nos partenaires, Mohamed, Ivan et Antoine. Et je lance aussi un message pour le futur. Cette synergie est vraiment importante pour la suite des conférences. Et voilà. Merci. Je vous laisse la parole, Mohamed. Voilà, je remercie tous les participants. Je remercie mes confrères, Ivan et Antoine, pour leur proposition des idées, partage de leur vécu, de leur expérience. Et aussi Alice, la présentation a été magnifique. Plusieurs informations, plusieurs idées. Ça montre un retour d'expérience de plusieurs années et de beaucoup d'expertise. Merci encore une fois. Et ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est que on a longtemps parlé à Québec de certains rôles en Méditerranée, sens large, versus ici Québec. Analyste d'affaires, analyste fonctionnelle, organisateur de travail, etc. Aujourd'hui, avec le rôle d'analyste d'affaires, on a distingué quelques rôles au-delà de l'agilité, au-delà de méthodes traditionnelles, mais on a mis l'accent sur un sujet très, très important. L'analyse d'affaires pourrait être présent dans le traditionnel, dans l'agile, lié à l'informatique, pas lié à l'informatique, projet d'organisation, projet de gestion de changement, d'optimisation du processus, on a toujours besoin d'une analyse d'affaires. Et l'agilité, c'est un état d'esprit. Le traditionnel, c'est basé sur la planification et les processus. L'analyse d'affaires, ça comble tout ça à la fois. Oui, absolument. Tu as tout résumé, Mohamed. Antoine. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je trouve ça vraiment passionnant de me retrouver autour de personnes qui ont ce bagage d'expérience-là, qui le partagent aussi librement, puis avec autant d'intérêt. Ça, je pense que c'est une richesse qu'on a dans notre domaine, qu'il faut exploiter. Et vraiment, merci beaucoup pour l'IBA d'avoir organisé cette rencontre ce soir. Merci Alice aussi de ta présence. Il est tard. Oui, trop tard. Donc, Ivan. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la chance d'être panéliste pour votre conférence. Je trouve qu'Alice a très bien décrit et en détail la gestion de projet avec les différents types au niveau de l'agilité ou en mode traditionnel. Je venais aussi dans cette conférence pour découvrir, pour aller chercher l'information, pour connaître aussi un peu plus le rôle d'analyste d'affaires, parce que dans mon expérience de travail des dernières années, je ne côtoie pas assez ces gens-là. Et puis, par la force des choses, comme je t'avais déjà parlé, Carola, j'ai à couvrir des rôles que je me rends compte que c'est des rôles qu'un analyste d'affaires aurait dû faire, mais comme on est obligé d'être autosuffisant. Alors, mais en même temps, je suis vraiment content d'être ici. J'ai passé un bon moment avec vous tous. Merci. C'est une découverte pour toi, le rôle des analystes d'affaires. Hein? Et voilà. Je viens autant pour partager que venir chercher de l'information. Oui, absolument. Merci tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Max, je te laisse le mot final.
Merci beaucoup. Merci. Probablement le 6e ou 7e merci de la soirée. Je veux souligner, donc, bien sûr, la présence de tous nos participants. Ils ont été très nombreux jusqu'à la toute fin. Donc, Alice, c'est certainement une preuve là, donc, de l'intérêt là, vers la conférence que tu présentais, aussi, chers panélistes, donc, de l'apport que vous donniez, en fond, donc, avec vos commentaires et expériences. Je tiens bien sûr à souligner pour les gens qui s'est posé la question. Donc, Alice est en France en ce moment. Il est très tard, donc on remercie. Puis, on a une très grande gratitude envers ta présence ce soir. Merci infiniment. Et donc, c'est le mot de la fin. J'invite tous ceux et celles à bien sûr commenter sur les réseaux sociaux, l'expérience, mais aussi sur le sondage que Raïssa a partagé quelques fois sur le clavardage. Donc, ça va vraiment nous aider à pouvoir diriger les prochaines conférences. Donc, s'il vous plaît, allez-y. Puis, n'oubliez pas donc, les grands événements comme l'analyse et la hackathon qui s'en viennent. Restez à l'affût. Conférencière panéliste, vous pouvez rester 2 minutes juste après que les gens aient quitté. Ce serait très apprécié. Bonne soirée.